Mesdames, Messieurs, Madame la Ministre, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier au nom de toute l'association Dauphine Discussion Débat d'avoir accepté notre invitation. Merci également au public d'avoir répondu si nombreux pour ce premier débat de l'année 2019. Madame la Ministre, il est d'usage dans notre association de présenter notre invité pour revenir sur son parcours, ses faits d'armes et ses idées. Nous ne dérogerons pas à la règle ce soir. À la fois universitaire, mère de 3 garçons, élue, rectrice, membre du Conseil constitutionnel, puis ministre, vous aimez plaisanter sur vos 12 vies. Tout commence en juin 1955 à Paris, dans le 14e arrondissement. Vous grandissez dans la capitale et passez vos vacances dans l'Aveyron, dont sont originaires vos parents. Vous vous décrivez ainsi, une Aveyronnaise pur sucre. Votre père ingénieur et votre mère gérante d'un petit hôtel parisien attachent beaucoup d'importance aux résultats scolaires. Vous le dites vous-même, il fallait que je sois première, 3e, c'était l'infamie. Hésitante sur votre orientation, vous vous lancez dans des études de droit, mais sans grande certitude. Lors du premier cours, vous rencontrez votre professeur, Arlette Lebigre, une femme qui vous transmettra sa passion pour le droit et que vous qualifiez d'exceptionnelle. Vous trouvez alors votre vocation, devenir professeur de droit. Vous étudiez à l'université Paris 2 et Paris 1, où vous effectuez un cursus brillant. Vous obtenez un diplôme d'études approfondies de droit public, un autre d'histoire du droit, puis un doctorat d'État en droit public. Seulement 2 ans après votre doctorat, vous êtes reçu 2e de l'agrégation de droit public. 2013 marque l'apogée de votre parcours de juriste, puisque vous êtes nommé au Conseil constitutionnel et devenez ainsi la première femme professeure de droit à y siéger. Vous siégez au Conseil constitutionnel pendant seulement 4 ans, puisqu'en juin 2017, vous êtes à la surprise générale appelé à intégrer le gouvernement d'Édouard Philippe et devenez la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vous remplacez François Bayrou, accusé d'abus de confiance et recèle de ce délit. Un parcours atypique pour une femme politique, donc, vous vous qualifiez vous-même de pur produit de l'université. À la suite de vos études, d'abord professeure des universités, puis rectrice de l'Académie de Limoges et de Toulouse jusqu'en 2005, où vous donnez votre démission avec fracas suite à vos désaccords avec les mesures prises par le gouvernement Raffarin. Madame la Ministre, nous l'avons vu, vous êtes une femme de droit, mais aussi une femme de gauche, adhérente du Parti socialiste depuis votre jeunesse. Vous vous impliquez dans la politique et devenez en 2008, à l'issue des élections municipales de la ville de Toulouse, première adjointe au maire socialiste, chargée de la culture, et ce jusqu'en 2010. Ensuite, vous êtes élue au Conseil régional de Midi-Pyrénées et occupez le poste de première vice-présidente chargée de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez aussi récemment réaffirmé votre volonté de faire de l'égalité femmes-hommes une priorité en présentant notamment un plan d'action gouvernemental de lutte contre les violences faites aux femmes et à réaliser courant 2019. Nicole Belloubet, femme de droit, également femme de gauche donc, mais aussi femme d'action. En mai 2018, vous avez présenté avec le Premier ministre Édouard Philippe le projet de loi constitutionnelle qui vise à réformer le fonctionnement de notre démocratie pour que celle-ci soit, je cite, plus représentative, responsable et efficace. Nous en parlerons plus en détail lors du débat. Vous préparez aussi le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice. Celui-ci prévoit notamment la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance en tribunaux judiciaires.
et a été validé la semaine dernière. Depuis la présentation de ce projet de réforme en avril dernier, nombreux sont les avocats et magistrats qui rejettent cette mesure, mais vous l'assurez depuis des mois, il n'y aura aucune fermeture de tribunaux. Votre mandat en tant que ministre de la Justice n'est pas de tout repos. Vous avez dû faire face à la colère des gardiens de prison et à leur mouvement de contestation il y a 1 an de cela. Plus récemment, en réaction aux manifestations des Gilets jaunes et suite aux appels de l'opposition à casser les casseurs, la mise en place d'une loi anti-casseurs a été évoquée. Une loi qui, selon vous, permettrait d'encadrer ces manifestations tout en protégeant ce droit. Vous aimez donc aller vite, mais alors que la moyenne au poste de garde des Sceaux n'est que de 2 ans, vous voulez durer et les défis ne manquent pas. Pour évoquer tous ces sujets et bien d'autres, je laisse la parole à mes camarades Daphné Frangea et Paul Marcelin. Merci pour votre attention et bonne écoute. Bonsoir Madame la Ministre. Alors je vais d'abord vous laisser quelques instants pour réagir à la présentation que vous avez faite, puis nous vous interrogerons sur les réformes que vous portez, et enfin un temps sera consacré aux questions du public. Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Tous mes voeux de bonne année, il est encore temps, et de réussite dans vos études. Merci à vous de m'accueillir. Alors, je découvre jusqu'à présent, pour moi, DDD, c'était défenseur des droits. Je vois que ça a désormais une autre signification, dauphine, discussion débat. Je préférerais bientôt cette appellation-là. J'en aurai demain à Jacques Toulin, puisque je le vois. Merci beaucoup, mademoiselle, de m'avoir fait l'honneur de cette présentation. C'est évidemment un raccourci qui peut apparaître peut-être un peu trop louangeux, encore que vous n'avez pas spécialement manifesté. Mais ce que je voudrais juste ici dire, c'est qu'au fond, une vie, c'est une succession de hasards, bien souvent, et que j'ai eu la chance de bénéficier de cette succession de hasards, et c'est une chance que je vous souhaite à tous. Ça veut dire aussi peut-être une forme d'état d'esprit qui est la curiosité, être curieux de tout, de ce qui peut se présenter, de ce qui peut ouvrir sur des horizons auxquels on n'avait pas nécessairement pensé. Et donc, au fond, une vie, c'est peut-être, avec beaucoup de travail, toujours, c'est la base. Avec beaucoup de travail, c'est peut-être la possibilité de s'emparer du hasard quand il se présente. C'est, je crois, ce que nous caractérise un peu. Merci en tout cas de votre présentation et merci à vous tous d'être présents. J'essaierai de répondre aux questions que vous posez. Alors commençons tout de suite avec votre projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale hier. Parmi les évolutions marquantes, on trouve la création du tribunal criminel départemental qui a pour vocation de se substituer dans certaines conditions aux actuelles cours d'assises. Pouvez-vous nous expliquer concrètement quels crimes ne seront plus jugés en cours d'assises et pourquoi, quel est finalement l'objectif de cette réforme? Le jeu, c'est que je réponde. D'accord. Alors, peut-être un mot quand même pour situer ce tribunal criminel départemental dont vous parlez dans l'ensemble du texte que je propose. Ce projet de loi de programmation pour la justice, il a un double objectif. D'une part, c'est une loi de programmation, donc c'est une loi budgétaire, financière. La justice, vous le savez, en France, depuis des années, n'a pas un budget très élevé. C'est d'ailleurs une critique qui est faite aux gouvernements successifs. Mon prédécesseur, je ne parle pas de François Bayrou, parce qu'il est, vous l'avez rappelé, resté trop peu de temps, mais je parle du prédécesseur sous le gouvernement précédent, Jean-Jacques Levoise, avait déjà insisté sur cet aspect budgétaire pour la justice française. On entend tout le temps qu'il n'y a pas assez de magistrats, pas assez de... Donc, tout le monde dit, et les classements internationaux, puisque la justice fait aussi, comme les universités, l'objet de classement, tout le monde dit qu'il est nécessaire d'accroître le budget de la justice en France. Donc le
projet de loi que je porte, c'est d'abord une loi de programmation budgétaire avec un accroissement de 25% du budget de la justice en 5 ans. C'est également, et c'est le deuxième aspect, une loi de réforme dans la justice avec pour objectif, c'est ce que j'ai tenté de faire, avec pour objectif d'améliorer la situation du justiciable. Et j'en viens à votre question. Améliorer la situation du justiciable, ça veut dire essayer de mettre en place des procédures, des organisations, des règles qui vont permettre au justiciable d'être mieux pris en compte ou de voir son affaire traitée plus rapidement. Et j'en viens au tribunal criminel départemental. Ce tribunal criminel que les parlementaires ont fait changer de nom, ils ont souhaité qu'il soit appelé Cour criminelle départementale, puisque vous savez, je fais une parenthèse, le débat parlementaire fait bouger les lignes, et c'est normal. Vous savez, j'entends souvent, on viendra peut-être tout à l'heure, j'entends souvent que le Parlement, ce sont des godillots qui votent ce qu'on leur demande. Ben, ça, c'est faux. C'est faux. Un texte de loi, entre le moment où il entre au Parlement et le moment où il en sort, il évolue. Ces évolutions, le tribunal criminel départemental est devenu une cour criminelle. Pourquoi ce tribunal criminel départemental et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, l'idée que nous avons vue, c'est que les cours d'assises, qui sont des institutions tout à fait remarquables, ces cours d'assises mettent beaucoup de temps pour juger un certain nombre de cas. Pourquoi? Parce que la cour d'assises, qui fonctionne, vous le savez, avec un jury populaire, a besoin de temps, d'une part, pour être composé. Il faut choisir le jury, il faut l'installer, ça suppose du temps. Et la procédure devant la cour d'assises est une procédure qui est uniquement orale. Les jurés n'ont pas de dossier entre leurs mains. Tout est oral. Tout est fondé sur les auditions de témoins, les comparaisons, les plaidoiries, etc. Donc c'est une procédure qui est tout à fait remarquable, mais qui est une procédure qui prend du temps. Et il se passe la chose suivante, c'est qu'un certain nombre de personnes qui ont été victimes de crimes, je pense par exemple à des femmes qui ont subi des viols, c'est un crime juridiquement, eh bien, pour obtenir un jugement plus rapidement, vont parfois accepter que ce qu'elles ont subi soit requalifié non plus en crime mais en délit pour être jugé devant le tribunal correctionnel par des magistrats professionnels, parce que là, la procédure est plus rapide. Jugement de qualité, mais simplement la vérité judiciaire des faits. Et donc nous proposons d'expérimenter dans un premier temps, d'expérimenter dans une dizaine de départements ces cours criminelles départementales qui seront composées de magistrats professionnels, 5 magistrats professionnels, et où la procédure sera à la fois écrite, ils auront un dossier, et orale, puisque bien entendu, ils vont auditionner les personnes qui leur sembleront nécessaires pour établir cette vérité judiciaire. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place ces cours criminels départementales, pour au fond permettre à un certain nombre de victimes de pouvoir bénéficier, et d'auteurs d'ailleurs de crimes, de pouvoir bénéficier d'un jugement plus rapide et que les crimes soient jugés comme des crimes. Alors, nous avons mis ça en place pour les crimes punis de 15 à 20 ans de prison, ce qui signifie, pour répondre à votre autre question, que la cour d'assises qui ne disparaît pas, la cour d'assises sera réservée en première instance aux crimes punis de plus de 20 ans et en pour tous les crimes. Donc la cour d'assises ne disparaît pas, mais son champ se trouve légèrement déporté. Nous espérons ainsi à la fois cumuler les avantages d'une justice de qualité rendue plus rapidement, en maintenant évidemment le système des cours d'assises qui est un système très enraciné dans la conception française de la justice rendue par le peuple français. Merci beaucoup pour cette explication claire. Pour revenir sur une critique que ces nouvelles juridictions a déclenchée, certains avocats avancent notamment que cette réforme
fait primer une approche budgétaire sur la qualité du procès au détriment des droits de la défense. Le magistrat Denis Salas écrivait dans Le Monde: le jury est une manière pour le peuple de s'approprier la fonction de juger. Il fait rayonner l'énergie démocratique dans une institution avant tout étatique. Pouvez-vous répondre simplement à l'inquiétude que suscite la mise à l'écart du jury populaire dans ces nouvelles juridictions, car ils sont aujourd'hui censés représenter le peuple français lors d'un jugement en cour d'assises? Alors ça, c'est une critique à laquelle j'attache beaucoup d'intérêt. Vous l'avez peut-être vu, vous le rappeliez, madame, tout à l'heure dans votre présentation, mon projet de loi qui bouscule, le projet de loi que je porte, qui bouscule beaucoup de choses qui étaient acquises, ou en tout cas qui existaient, et au fond toute nouveauté est toujours un peu source d'inquiétude. Ce projet de loi suscite l'inquiétude notamment des avocats. Peut-être aurons-nous l'occasion de répondre. Mais par rapport à la critique que vous énoncez, c'est-à-dire au fond, la Cour criminelle départementale ferait disparaître ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui caractérise la justice française, qui est le jury populaire. Je réponds que ce n'est pas exact. Bien sûr, dans les cours criminelles départementales, il y a un jury populaire. Ça, c'est vrai. Mais le jury populaire ne disparaît pas, puisque on va le retrouver dans les cours d'assises, dont je vous disais à l'instant, d'une part qu'elles sont toujours compétentes en première instance pour certains crimes, et d'autre part qu'elles existeront toujours en appel. Le jury populaire ne disparaît pas, il demeure dans les cours d'assises. Vous me dites d'autre part que cela pourrait se faire au détriment des droits de la défense. En aucun cas. En aucun cas. Qu'il s'agisse d'une cour d'assises, qu'il s'agisse d'un tribunal ou d'une cour criminelle départementale, n'importe quel tribunal, d'ailleurs, les avocats sont toujours présents. Les droits de la défense ne changent pas, ils sont toujours exercés de la même manière. Et je vous dirais même quelque chose, l'expérience nous prouve que les jurys d'assises sont souvent plus sévères à l'égard des personnes qui sont incriminées que le sont les magistrats professionnels. Alors, non, les jurys ne disparaissent pas, non, les droits de la défense ne sont pas atteints, les avocats seront toujours là, non, il n'y a pas d'approche budgétaire, parce que créer des cours criminelles départementales, ce n'est pas avoir une approche budgétaire. À vrai dire, et pour ne rien vous cacher, si je regarde la question du point de vue économique, je pense que ça risque de coûter, enfin moi, de coûter plus cher au budget de la nation d'instaurer des tribunaux criminels départementaux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, d'abord, il y a énormément de juridictions qui sont candidates à avoir une cour criminelle départementale, pour la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de donner satisfaction aux justiciables, d'aller plus vite. Donc on a énormément de juridictions qui sont candidates pour accueillir un tribunal criminel départemental, et je crains que ces cours criminels aient un véritable succès. Et donc, il va bien falloir que je les fasse fonctionner. Je vous rappelle, je viens de vous dire qu'il y aura 5 magistrats. 5 magistrats. C'est donc évidemment en aucun cas pour des raisons économiques budgétaires que nous avons mis en place. Et une dernière chose. Quand on dit que la justice est rendue au nom du peuple français, c'est vrai. Les cours d'assises, évidemment, les premières rendent la justice au nom du peuple français, puisque le peuple français est là, présent par l'intermédiaire des jurés. Mais toutes les juridictions, toutes rendent la justice au nom du peuple français, tous les magistrats rendent la justice au nom du peuple français. Regardez une décision de n'importe quelle juridiction, ça commence toujours par au nom du peuple français, sauf le Conseil constitutionnel. Voilà les raisons pour lesquelles je récuse absolument et l'approche budgétaire sur cette mesure-là et l'approche restrictive en termes de droit de la défense. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Une autre mesure phare de vos réformes, une autre mesure phare de la réforme que vous portez, est la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Cette mesure suscite, elle aussi, depuis des mois, des critiques, des grèves, des manifestations d'avocats et de magistrats qui craignent la fermeture de certains tribunaux après cette réforme. Entendez-vous cette crainte
aujourd'hui? Non. Une autre question? Alors, je m'explique un peu tout de même. Je l'ai peut-être esquissé tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais souhaité que cette réforme soit plutôt construite soit surtout et d'abord construite pour le justicier. De quoi est-ce qu'un citoyen qui un jour se transforme en justiciable a besoin? Il a besoin d'essayer d'avoir quelque chose de lisible, une organisation qui soit lisible, un jugement qui soit rendu dans des délais les plus rapides possibles, par des gens qui soient évidemment compétents. Et il a besoin, le justiciable ou le citoyen, il a besoin de proximité. En première instance, je ne parle pas de la Cour de cassation, il n'y a qu'une Cour de cassation, le Conseil d'État. Mais en première instance, le citoyen, il a besoin d'avoir des tribunaux qui soient en proximité. Et moi, je suis viscéralement attachée à cette idée de proximité en première instance. Je ne crois pas. Au fond, le juge doit faire partie du paysage quotidien de la République. Le juge, il doit pouvoir être approché facilement. Et pour cette raison-là, il est hors de question de fermer le moindre tribunal. Il y a aujourd'hui en France plus de 300 tribunaux d'instance, près de 200 tribunaux en instance et 36 cours. Tous ces tribunaux, tous vont rester ouverts. Tous vont continuer à juger les contentieux. Pas un ne ferme. Quand je parle de fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, pourquoi est-ce que je fais cela? Je fais cela parce que le justiciable, quand il se rend dans un tribunal, il n'en a rien à faire de savoir s'il va au tribunal d'instance, de grande instance, de ceci, de cela. Il va au tribunal. Cela, c'est vrai. Et au tribunal, on doit pouvoir l'accueillir. Physiquement, vous êtes déjà on doit pouvoir traiter les dossiers qu'il apporte. Sans lui dire, ah ben non, écoutez, monsieur le justiciable, c'est pas chez moi, c'est chez le voisin, allez donc chez le voisin. Ou parfois même, on prend sa requête, on attend un délai X, et puis 6 mois plus tard, le tribunal dit, ah ben non, c'est pas moi qui suis compétent, allez donc chez le voisin. Donc ça n'est pas possible. Le justiciable, quand il va au tribunal, il doit avoir une entrée. Cette entrée, physiquement, elle peut avoir lieu sur différents sites. Rien n'interdit. Si vous êtes, je reviens, par exemple, je vous donne un exemple. Je reviens du département Metz et la Haute-Marne. C'est ça? Je reviens de Metz. C'est quoi? C'est la Moselle. Pardon, je suis tout à fait honte. Je reviens de Metz, à Moselle. Il y a 3 tribunaux de grande instance et il y a 3 et de 5 tribunaux d'instance. Il y a plus de tribunaux d'instance que de tribunaux de grande instance. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est que lorsque un justiciable se rend au tribunal d'instance de Saint-Avold, eh bien, sa requête soit accueillie, qu'elle relève du tribunal d'instance de Saint-Avold ou du tribunal de grande instance de Metz ou de Sarreguemines, peu importe. Sa requête est accueillie et elle sera transférée devant le tribunal qui sera en compétence pour le juger. Donc, un tribunal judiciaire, on aura dans les mois à venir un tribunal administratif et un tribunal judiciaire. Et ce tribunal judiciaire, rien n'interdit qu'il soit sur plusieurs sites. Et c'est cela que je propose. Donc, si vous voulez, aucune fermeture de tribunal, des compétences qui resteront exercées dans les différents sites, et même la loi que je porte fait en sorte que dans les petits tribunaux d'instance isolés, qui deviendront des tribunaux de proximité, comme celui de Saint-Avold dont je vous parle, le juge pourra non seulement continuer à juger ce qu'il y juge aujourd'hui, c'est-à-dire les contentieux du quotidien, c'est-à-dire la tutelle, le surendettement, les baux d'habitation, les crédits à la consommation, les contentieux civils de moins de 10 000 euros, mais aussi
souhaite, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, on pourra y adjoindre des contentieux familiaux post-divorce. Donc l'idée, c'est vraiment, pour le justiciable, unifier l'entrée au tribunal. D'ailleurs, il n'y aura dans l'avenir plus qu'une requête unifiée, non pas qu'aujourd'hui plusieurs manières de saisir les tribunaux et plusieurs lieux. C'est quelque chose qui me semble cohérent, à la fois pour les territoires et pour le justiciable. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la révision constitutionnelle que vous portez. Donc, vous comptez accroître les moyens du Parlement et tendre vers une démocratie qui serait davantage participative, notamment en baissant le nombre de parlementaires de 30% ou en introduisant 15% de proportionnel aux prochaines élections législatives de 2022. On voit depuis plusieurs semaines avec le mouvement des Gilets jaunes que ce thème est au cœur des préoccupations. Pensez-vous que ces mesures seront suffisantes pour répondre à cette attente ou envisagez-vous déjà d'autres mesures qui iraient dans ce sens? Alors, on change de registre. Je quitte ma casquette de ministre de la Justice et je mets celle de garde des Sceaux. Effectivement, le président de la République l'avait dit lorsqu'il était candidat, qu'il souhaitait, d'une part, une modification des lois électorales pour y introduire la représentation proportionnelle afin que les citoyens français puissent être mieux représentés, mais également pour diminuer, vous l'avez dit, le nombre de parlementaires, de députés et de sénateurs. C'est une promesse du président de la République pendant cette campagne électorale. Par ailleurs, car ce ne sont pas les mêmes lois, les lois électorales ne sont pas la révision constitutionnelle, par ailleurs, le président de la République avait également souhaité que puisse être engagée une révision constitutionnelle pour y introduire effectivement des instruments de démocratie participative, peut-être dans quelques instants, vous rappellerai-je quels ils sont, pour y introduire également des éléments de plus grande efficacité du travail parlementaire, et enfin, car c'est aussi un des points qui était important, pour qu'il soit traité des questions liées à l'indépendance de la justice. Donc, on avait à la fois une loi électorale et une révision constitutionnelle. Alors, nous avons ces deux textes qui sont conduits en parallèle. Les deux ne sont pas portés par moi. La révision constitutionnelle, c'est le ministre de l'Intérieur, traditionnellement en charge des questions électorales, qui porte les lois électorales. Mais les deux, bien que ce soit des textes différents, sont très liés. Parce que vous comprenez bien que si l'on diminue le nombre de parlementaires, si l'on fait évoluer le mode de scrutin en y introduisant la représentation proportionnelle, d'une certaine manière, cela va influer sur la manière dont le Parlement va travailler, sur la notion de représentativité de la nation. Donc, les deux sont conceptuellement très liés, peut-être on redirait un autre tout à l'heure, mais ce sont deux textes de nature différente qui les portent, et donc avec pas les mêmes exigences en termes de vote, puisque vous le savez, la Constitution suppose un vote à la majorité renforcée des Français en claquant le Congrès, ce qui n'est pas le cas des autres textes électoraux. J'en reviens à la manière dont les choses se sont déroulées. Nous avons mis du temps à écrire ces différents textes, parce que sont toujours des équilibres très compliqués. Lorsqu'ils ont été inscrits au Parlement, lorsque le texte sur la révision constitutionnelle a été inscrit au Parlement, c'était au mois de juillet dernier. Et ce texte, cette révision constitutionnelle, faisait l'objet d'un certain nombre de résistances de la part des parlementaires. Résistances précisément liées moins à ce qui était inscrit dans la Constitution qu'aux lois électorales qui les accompagnaient, que je ne défendais pas, que je ne portais pas, mais qui étaient tellement corrélées que les oppositions parlementaires ont manifesté de la mauvaise humeur. Pourquoi? Parce qu'il faut voir que diminuer le nombre de parlementaires, y adjoindre de la représentation proportionnelle, modifier radicalement la présence des parlementaires sur les territoires.
si vous avez 100 députés de moins qu'aujourd'hui, et qu'en plus vous rajoutez de la représentation proportionnelle, vous comprenez bien qu'en Moselle, il n'y aura plus autant de députés qu'il y en a aujourd'hui, et de sénateurs. Et dans chaque département, ce sera pareil. Donc, il y avait une petite crispation, quand je dis petite, c'est un euphémisme, sur ce sujet. Et au moment où j'ai commencé à présenter la révision constitutionnelle devant le Parlement, au même moment, l'affaire Benalla a été déclenchée. Au même moment, c'est tombé la même semaine. Et donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu cette période-là, mais l'affaire Benalla a littéralement paralysé le travail parlementaire, les oppositions, peu à peu, refusant de discuter du texte qui était en cours de discussion, c'est-à-dire de la révision constitutionnelle, pour interroger le gouvernement de manière incessante sur l'affaire Benalla. Donc, j'ai dû suspendre l'examen de la révision constitutionnelle. Bien. Nous étions en juillet. Nous avions alors décidé de reprendre la révision constitutionnelle un peu plus tard. Nous étions tout à fait décidés à reprendre la révision constitutionnelle en ce début d'année. Mais, autre événement, les Gilets jaunes, la crise dite des Gilets jaunes, qui vient à nouveau percuter le travail sur la révision constitutionnelle. Quand je dis à nouveau percuter, c'est percuter ou enrichir. Parce que, pour répondre directement à votre question, il va de soi que le grand débat qui a été voulu par le président de la République et la manière dont nos concitoyens s'expriment actuellement sur Internet, sur le site qui a été mis à disposition du grand débat, et puis ce que l'on entend partout montre qu'il y a des attentes en termes de démocratie et de citoyenneté. C'est d'ailleurs, vous savez, si vous avez lu la lettre aux Français écrite par le président de la République, que je vous conseille bien sûr de lire, vous savez que c'est l'un des 4 thèmes, démocratie et citoyenneté, soumis au grand débat. Nous nous sommes engagés à prendre en compte les conclusions de ce grand débat. Et donc, la révision constitutionnelle peut être l'instrument adapté pour prendre en compte ce qui sortira du grand débat, enrichir le texte qui est en cours de discussion au Parlement mais qui a été suspendu, pour représenter aux parlementaires un texte qui tiendrait compte des résultats du grand débat. Et j'ajoute une dernière chose. Si l'on considère que dans le grand débat s'exprime une demande très forte de démocratie participative, vous entendez, comme moi, parler du référendum d'initiative citoyenne, etc., etc. Eh bien, dès le dépôt du projet de révision constitutionnelle initial, il y avait des éléments, je vous le disais tout à l'heure, qui avaient été inscrits dans ce texte pour renforcer la démocratie participative. Par exemple, nous avions décidé que les pétitions citoyennes pourraient arriver sur le Conseil économique, social et environnemental du CESE, qui les traiterait, ces pétitions citoyennes, et qui, après traitement, pourrait les adresser à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour que, le cas échéant, elles puissent donner lieu à une proposition de loi. Peut-être n'était-ce pas suffisant comme processus de démocratie participative, mais nous avions bien compris qu'il fallait apporter des réponses sur ce champ-là. Ce n'est pas, je pense, de la nature de ce qu'attendent nos concitoyens, en tout cas de ce qu'ils disent attendre et de ce qu'on va comprendre actuellement qu'ils attendent. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que cette dimension-là n'était pas absente de nos réflexions il y a quelques mois. Donc, la réalité maintenant est celle-là. Nous attendons la fin du grand débat. Nous verrons quelles mesures nouvelles peuvent prendre place dans la révision constitutionnelle et alors nous reprendrons le texte de la révision constitutionnelle là où nous l'avons laissé, c'est-à-dire au fond pas très loin pour le moment. Vous venez donc de parler du référendum d'initiative citoyenne, une des demandes problématiques de nos Gilets jaunes, qui aimerait une démocratie davantage participative. Et selon un sondage publié l'année dernière, 85% des interrogés disent trouver que les hommes politiques ne s'intéressent pas à leurs préoccupations et 39% éprouvent majoritairement de la méfiance
à l'égard de la classe politique. Est-ce que, d'après vous, ce référendum d'initiative citoyenne pourrait être la bonne solution, celle qui parviendrait à combler ce fossé qui s'est creusé entre la classe politique et les citoyens? Alors, je suis d'accord sur la question de l'absence de confiance. Je trouve même d'ailleurs que cette absence de confiance se traduit aujourd'hui par des gestes totalement déplacés à l'égard des représentants du peuple. Il y a des attaques, y compris physiques, à l'égard des députés ou des sénateurs, et je trouve que c'est inacceptable, mais cela traduit ce sentiment de défiance dont vous parlez. Vous savez que la première loi qui a été votée par le Parlement dans le cadre de la majorité actuelle, c'est une loi que j'ai portée moi-même au Parlement, et c'est une loi dite, qu'on appelait dans le langage courant de moralisation de la vie politique, mais dont l'intitulé officiel s'appelle Loi pour la confiance dans la vie publique. Donc là encore, nous avions bien vu que cette question de confiance était une question majeure. Les instruments par lesquels nous y avons répondu dans la loi dont je vous parle, qui a un an, n'étaient sans doute pas suffisants, parce que je ne suis pas sûre que la confiance se traduise seulement par un texte de loi. Cette loi, vous vous en souvenez peut-être, visait par exemple à interdire les emplois familiaux dans les cabinets ministériels, parmi les assistants des députés, visait à établir un contrôle des dépenses des députés, etc. Donc c'était une loi assez rigoureuse pour l'éthique, pour la déontologie, mais pour autant cette loi ne suffit pas à rétablir la confiance. Donc oui, il y a une véritable défiance entre les citoyens et leurs représentants. La défiance est moindre au niveau local d'ailleurs, mais elle n'est pas totalement absente non plus. Est-ce que le référendum d'initiative citoyenne suffira? Pour moi, la réponse est non. Ça peut être un élément, mais ce n'est pas ça qui suffira à rétablir la confiance. D'ailleurs, je le dis humblement, je n'ai d'ailleurs pas de recette magique pour rétablir totalement cette confiance, si ce n'est peut-être dans une très grande proximité entre les élus et les citoyens, avec des restitutions de mandats, d'actions, mais évidemment ce fil est très difficile à résoudre. Le référendum d'initiative citoyenne, le traitement des initiatives populaires est une exigence. Le traitement des initiatives populaires est une exigence. Est-ce que ça doit passer par le référendum d'initiative citoyenne? C'est une possibilité. Mais, comme vous le savez, il faut être vigilant face à l'expression que traduit un référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que c'est qu'un référendum d'initiative citoyenne? Est-ce qu'il doit avoir des contraintes ou aucune contrainte? Est-ce que le référendum d'initiative citoyenne doit respecter, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est notre texte fondateur, ainsi que le préambule de la Constitution de 1946? Ou est-ce qu'on peut s'affranchir de ces dispositions? Donc, au fond, est-ce qu'un référendum d'initiative peut tout faire? Est-ce que le référendum d'initiative citoyenne peut être abrogatoire? C'est-à-dire, est-ce que, si demain les Français votent, ils peuvent abroger une loi qui a été adoptée par le Parlement il y a 6 mois? Est-ce que c'est possible? Pas possible. Est-ce que le référendum citoyen peut être révocatoire? Autrement dit, est-ce que ce référendum peut dire Béloubé, on en a marre, ou le député, est-ce que c'est révocatoire ou pas? Bref, la question qui se pose du référendum d'initiative citoyenne, c'est celle des curseurs que nous souhaitons y mettre. Est-ce que c'est complètement ouvert ou est-ce qu'au contraire, c'est encadré? Moi, je le dis sincèrement devant vous, je suis favorable à un élargissement des dispositions telles qu'elles figurent aujourd'hui dans la Constitution. Il y a aujourd'hui dans la Constitution ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée, dont les conditions de mise en œuvre sont tellement drastiques que de fait il ne peut pas être mis en œuvre. Il faut 4,5 millions de pétitions pour qu'il puisse être déclenché, c'est beaucoup, hein, 4 millions. C'est vraiment. Donc
peut-être pourrait-on abaisser ce curseur-là, etc. Vous voyez, il y a des réflexions. Je ne serai pas seule, évidemment, à décider de cette chose-là. En tout cas, manifestement, il faut prendre en compte davantage l'expression de nos concitoyens. Et juste un mot, vous voyez, sur la difficulté référendaire. Je ne parle pas seulement de ce qu'on a dit pendant longtemps, qui est toujours un peu vrai, mais après tout, qui pourrait s'atténuer. On a pendant longtemps dit que le risque d'un référendum, c'était celui de la démocratie plébiscitaire. C'est pour De Gaulle, le référendum de 69, ce n'était pas le contenu du référendum, c'était contre De Gaulle, Je pense que ça pourrait disparaître suivant la nature des questions qui sont posées. Mais ce n'est pas tellement cela, me semble-t-il, le risque. C'est le risque d'un vote qui n'aurait pas été assez travaillé, dont la pédagogie n'aurait pas été assez expliquée, et qui soit un vote, je dirais, coup de sang un peu. Et que la population, que les citoyens regrettent quelque temps après. Je m'interroge aujourd'hui sur le Brexit. Je ne peux pas interférer sur un peuple souverain et ami. Mais je ne sais pas si on refaisait un référendum aujourd'hui en Grande-Bretagne, est-ce que le résultat serait le même? Peut-être. Il y a une journaliste. Peut-être que le résultat serait le même, je ne sais pas. Donc il faut prendre tout cela avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de précaution aussi. Très bien, évidemment, nous venons de devoir aborder la question du référendum d'initiative citoyenne, des réclamations des jeunes, qui n'est donc pas la seule. Pour répondre aux réclamations de ce mouvement des Gilets jaunes, le mardi 15 janvier, le président de la République a donné coup d'envoi du grand débat national, une large consultation populaire, lancée donc suite à cette crise des Gilets jaunes, dans une lettre ouverte adressée aux Français, dont vous parlez tout à l'heure. Emmanuel Macron a retenu 4 grands thèmes qui doivent être abordés au cours de ce grand débat national, que sont le pouvoir d'achat, la fiscalité, la démocratie et l'environnement. Au vu du désintérêt dont nous venons parler d'une part de la population pour la vie politique, pensez-vous vraiment que ce grand débat sera suscité l'enthousiasme non plus? Alors, quand on regarde les chiffres qui commencent à s'afficher déjà, on voit bien qu'il y a un engouement là, qui est réel, à la fois dans les réponses qui sont apportées sur le site internet qui a été ouvert, et puis dans la tenue des différents débats. Mais si vous me permettez, je vais décaler un tout petit peu ma réponse. Je sors juste avant de venir vous retrouver. J'étais dans un entretien avec Jean-François Delfrécy, qui est un professeur, médecin, très grand scientifique, et qui pilote le comité consultatif national d'éthique. Il a, vous le savez peut-être, en France, on a des lois bioéthiques qui, tous les 5 ans, 6 ans, viennent réviser notre conception de grandes thématiques liées à la bioéthique. Il y a eu une loi, je crois, en 2013, et nous devrions en adopter une autre en 2019, qui notamment s'intéresserait, entre autres, aux questions de procréation médicalement assistée, etc. Le professeur Delfrécy a rendu un avis parce que notre système de révision des lois bioéthiques exige que le comité consultatif national d'éthique rende un avis avant le vote des lois bioéthiques. Et donc, le comité de CCNE a rendu un avis. Le CCNE a rendu un avis. Pour rendre cet avis, il a organisé des états généraux dans la France entière. Il y avait 280 réunions, il y avait un site internet qui était ouvert, qui a recueilli, je crois, plus de 90 000 ou 100 000 contributions. Bref, au fond, à une échelle moindre, c'est un peu le même processus que le grand débat, mais sur les questions bioéthiques, c'est-à-dire la fin de vie, qui, vous le savez, soulève beaucoup
d'intérêt de la part de nos concitoyens, la PMA, la GPA, etc., etc. Et ce que me disait le professeur Delfrécy, il me disait, mais on a eu un vrai succès dans les débats qui ont été organisés, dans la masse des consultations qui ont été recueillies, mais je ne prétends pas que ce soit l'expression de la totalité des Français. Et je crois que c'est un petit peu la difficulté dans laquelle nous allons nous trouver. Je suis persuadée que ces débats vont avoir lieu. Il y en a d'ailleurs déjà beaucoup qui ont lieu. Si vous allez sur le site du Grand Débat, il y a plus de 1000 débats qui sont inscrits, qui ont lieu. Vous avez vu sûrement des images à la télévision. Donc je crois que c'est quelque chose qui peut intéresser nos concitoyens. Le site internet déborde de réponses. Pour autant, je ne sais pas qui va venir à ces grands débats. Est-ce que ce seront tous les militants du référendum citoyen, ou bien tous les opposants, ou bien un peu des deux? Au fond, la difficulté du grand débat, c'est ce que cela représente sur les 70 millions de Français, ou presque, que nous sommes. Et c'est là la difficulté dans laquelle nous allons avoir. Donc, je n'ai aucun doute sur le succès du grand débat. Il faudra que nous en tirions les conclusions, puisque c'est vraiment un engagement dont rien ne nous détournera. Je souhaite que le plus de Français s'expriment, de toute catégorie sociale, de tout territoire, pour qu'on ait une photographie de ce que veut ou de ce que souhaite notre pays sur les impôts, sur l'écologie, enfin les thèmes que vous avez cités, et même d'autres, puisque vous savez, il y a une partie libre dans ces débats où chacun de nos concitoyens peut dire sur un point concret particulier quel est le sujet qui l'intéresse. Donc je vous incite à organiser un grand débat et à remplir le site internet qui l'accompagne. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous allons tout de suite passer à un petit jeu qui se nomme. Vous savez, Fast and Furious, je suis sûre que vous connaissez le principe. Alors, nous allons vous donner deux propositions, en général deux mots. Et le but, c'est que vous devrez, sans réfléchir, nous donner, choisir entre les deux propositions. D'accord? On va faire un exemple. D'accord, parce que je suis obligée de rendre très rationnel, ça ne va pas du tout. Premier exemple, si je vous dis, Madame la Ministre, Toulouse-Limoges, qu'est-ce que vous me donnez? Deux. Tu m'as compris, madame. Alors, on va être tous. Ah bon. Mais avec progrès pour Limoges. La suivante. Femme de droite ou femme de gauche? Femme de gauche. Très bien. Garde des Sceaux ou garde du corps? L'un ne va pas sans l'autre. Ils doivent être pas mal. Ça, c'est sans vol. Alors, sans hésiter. Lève-toi ou bouge-tard? Lève-toi. Ministre ou professeur? Professeur. Nous avons eu donc la chance de recevoir les deux par le passé, Christiane Taubira ou Rachel Dati? Joker. Vacances dans l'Aveyron ou vacances à Paris? Dans le monde. Pour finir, maintenant, Marine Le Pen ou Donald Trump? Franchement, c'est aussi. Bon, on a terminé avec les questions. Donc c'est maintenant au tour du public de poser des questions. Donc autour de la table, si vous en avez, vous pouvez lever la main. Sinon, on va faire circuler des micros dans le public. Madame la Ministre, l'étudiante qui vous a présenté a indiqué qu'un des sujets qui vous tenait à cœur était l'égalité entre les femmes et les hommes. Pourriez-vous nous parler de vos objectifs et priorités d'action dans la matière? Merci. Merci, chers collègues, si je comprends bien. Alors, il y a à la fois des... D'abord, simplement quelques mots pour vous dire que c'est un sujet sur lequel, qui m'a beaucoup intéressée lorsque j'étais rectrice d'académie, parce qu'en réalité, ce sujet d'égalité entre les filles et les garçons, il commence très tôt dans l'éducation dès la petite enfance, et j'avais
Je pense que c'était Jacqueline qui avait demandé ça. J'avais écrit un petit un rapport, sans doute, sur cette question de l'égalité filles-garçons liée aux violences sexistes et sexuelles à l'école. C'est un sujet qui me tracasse beaucoup depuis longtemps et sur lequel j'attache beaucoup d'intérêt. Par rapport à mon action actuelle, elle est à un double niveau, au sein du ministère de la Justice et de manière plus générale. Au sein du ministère de la Justice, nous sommes un ministère à pyramide inversée en ce qui concerne l'égalité des sexes, puisqu'on a une base extrêmement féminisée. Je pense notamment au corps, je parle dans la justice judiciaire, beaucoup de magistrateux, beaucoup de greffières, donc on a vraiment une base très féminisée. Et tout l'enjeu qui est d'arriver à des fonctions de direction qui soient tout aussi féminisées que le bas de la pyramide. Ça, c'est un premier défi à l'intérieur du ministère. Ce n'est pas simple, mais enfin, nous travaillons pour cela. Et j'ai un autre défi en matière d'égalité femmes-hommes, c'est de réintroduire de la mixité parmi les juridictions. J'ai trop de femmes. Trop de femmes. Je considère qu'un lieu, pour être un lieu d'équilibre, doit être un lieu totalement mixte. Or, actuellement, messieurs, écoutez-moi bien, actuellement, sortent de l'école de la magistrature presque 80% de filles. Or, je rappelle que être magistrat, c'est exercer un pouvoir. Il faut, je sais vendre mon affaire, donc il nous faut des hommes, comme il en faut dans l'éducation aussi. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ces deux questions. Faire arriver des femmes à des postes de responsabilité et rétablir de la mixité au bas de la pyramide. De manière plus générale, j'interviens dans cette question de l'égalité femmes-hommes par la mise en place de la pénalisation et de la répression des violences faites aux femmes. C'est un sujet majeur. J'interviens en tant que ministre de la Justice, évidemment. Et donc, nous avons à nous assurer, d'une part, que les femmes, ce sont souvent des femmes, pas seulement, mais ce sont souvent des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, y compris de violences intraconjugales. Donc on a 2 ou 3 points sur lesquels nous devons progresser. Nous devons faire en sorte que les femmes osent porter plainte, ce qui n'est pas évident. C'est la raison pour laquelle, dans la loi que je porte, nous avons introduit la possibilité de porter plainte en ligne. L'idée, c'est non pas, comme j'ai pu le lire parfois, c'est pas d'éloigner le justiciable, mais au contraire de donner un outil supplémentaire à celles qui, après avoir subi ce traumatisme, n'osent pas, ne peuvent pas se rendre au commissariat ou à la gendarmerie, et donc par le biais d'une plateforme qui existe déjà, et par le biais d'un chat, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seules, elles peuvent rentrer sur cette plateforme et elles ont au bout de la plateforme quelqu'un anonymement, qui sont des gendarmes ou des policiers spécifiquement formés, qui vont les répondre, les amener, le cas échéant, jusqu'au dépôt de plainte. 1. Améliorer le dépôt de plainte. 2. Assurer un suivi de ces plaintes qui soit fait dans des conditions respectueuses de ce qui a été vécu par ces personnes traumatisées. Et je pense notamment au fait de ne pas répéter 10 fois la même chose à 10 personnes différentes. Donc nous avons des choses comme cela à développer davantage. Il faut que nous formions et nos policiers et nos magistrats pour recueillir ces plaintes et pour les traiter. Et ensuite, il faut que nous nous assurions d'apporter une réponse qui protège la victime. Et là, nous travaillons beaucoup avec les associations qui assurent, aux côtés de la justice, qui assurent un rôle de prise en charge des victimes. Donc, il y a des dispositifs pénaux, je pense à l'ordonnance pénale, mais aussi des dispositifs de prise en charge par les associations. Et enfin, il faut que le jugement soit rendu plus rapidement. Donc, vous voyez que j'interviens sur ce champ-là aussi, sous cet aspect-là. Merci beaucoup. D'autres questions?
Bonsoir Madame la Ministre. Alors, vous évoquez les violences sexuelles faites aux femmes qui semblent vous tenir particulièrement à cœur. Et vous avez notamment défendu le projet de loi que portait Madame Marlène Schiappa, la ministre à l'égalité homme-femme, notamment concernant la présomption de non-consentement fixée à 13 ans. Est-ce que vous pourriez vous expliquer en fait sur ce point-là, pourquoi fixer cette présomption à 13 ans et en quoi ça permettrait en fait de mieux appréhender ce genre de crime? Si je peux me permettre, je ne vais pas être très long parce que c'est un petit peu technique. Ce n'est pas l'âge de 13 ans qui a été retenu finalement initialement. C'était un point qui avait été présenté comme pouvant passer par la solution que vous indiquez. Ce n'est pas la solution que nous avons finalement retenue pour des questions constitutionnelles sur lesquelles je ne développe pas. Mais vous savez, c'est un sujet très délicat qui nous a conduit à solliciter l'avis du Conseil d'État et à travailler avec le Conseil d'État pour rédiger un texte qui soit conforme à la Constitution. Et donc finalement, nous avons retenu un système qui permet aux juges de considérer qu'en dessous d'un certain seuil d'âge qui est 15 ans, dès lors qu'il y a eu des agressions, des comportements sexuels inappropriés, on considère qu'il y a un état de vulnérabilité de la victime qui va conduire le juge à pouvoir qualifier avec plus de facilité cette agression sexuelle, soit en tant qu'agression, soit en tant que viol. Donc si vous voulez, on a facilité le travail du juge, mais nous ne sommes pas passés par le seuil de présomption de non-consentement jusqu'à présent. Ça posait trop de difficultés constitutionnelles. D'autres questions? Merci. Une dernière question. Ah bah deux. Bonsoir Madame la Ministre. Ma question concerne l'autonomie des régions et notamment le cas de la Corse. Je voulais savoir comment on sait aujourd'hui que la Corse a un conseil régional indépendantiste et que deux députés qui sont rentrés à l'Assemblée nationale en juin 2017. Et donc je voulais savoir comment les négociations étaient engagées avec le conseil exécutif corse. Merci monsieur. Là aussi je réponds assez brièvement à votre question pour vous dire deux choses. D'une part, c'est une grande innovation dans le projet de révision constitutionnelle que je portais, dont je parlais tout à l'heure. Nous avons décidé d'introduire un article spécifiquement consacré à la Corse. Nous avons beaucoup débattu de cette question, parce que consacrer dans notre Constitution un point spécifique à la Corse, qui lui reconnaît non pas l'autonomie, mais qui lui reconnaît des compétences beaucoup plus fortes que celles des autres régions françaises, à supposer vraiment entre nous beaucoup de délibérations. Alors nous avons considéré que c'était dans le territoire français la plus grande île, etc. Et donc nous avons joué sur cette spécificité, sur cette singularité, pour reconnaître une spécificité à la collectivité territoriale corse. Donc dans le projet de révision constitutionnelle, il y a cette singularité et cette spécificité qui est reconnue au territoire corse. Pour autant, cette reconnaissance qui nous a semblé être vraiment un pas en avant, au-delà même de la notion de différenciation qui figurera dans la révision constitutionnelle et qui là s'appliquera à toutes les régions françaises, le droit à la différenciation, la reconnaissance de la spécificité corse nous semblait vraiment être un pas en avant assez puissant. Pour autant, les deux grands élus corses, le président de l'Assemblée territoriale et du Conseil exécutif, ont considéré que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait aller plus loin dans la reconnaissance de l'autonomie de la collectivité corse. Nous n'en sommes pas là. Pour le moment, les choses sont dans l'état que je viens de vous préciser précédemment.
Et encore, la Constitution n'a pas été votée. Pour le moment, les choses sont stabilisées, mais il y a cette proposition de révision constitutionnelle qui est sur la table. Bonsoir Madame la Ministre, merci pour votre intervention. Je voulais revenir sur la sélection des magistrats, quand vous voulez donner un petit peu plus de mixité, femmes, hommes. Je veux savoir pratiquement comment est-ce que vous vouliez le faire. Est-ce que aux euros, vous avez donné un seuil de candidats masculins ou pas? Je me souviens vous avoir regardé en live quand vous présentiez les chantiers de la justice le 9 mars dernier, et vous annonciez 6 000 postes supplémentaires. Lorsqu'on sait que le budget de la justice est grevé majoritairement par l'administration pénitentiaire, je voulais savoir ce que ça représentait pour les futurs magistrats, et notamment du premier concours. Donc voilà, comment vous allez pratiquement donner plus de poids aux hommes et peut-être refléter un peu plus les origines sociales voilà, à l'UNEM. Merci. Alors, d'abord, je commence par la question la plus large, qui est celle qui est consacrée au budget ou aux emplois. C'est à peu près la même chose. Oui, sur le quinquennat 2018-2022, oui, il y aura 6 500 emplois supplémentaires pour le ministère de la Justice. Dans ces 6 500 emplois, et dans le budget général d'ailleurs de la justice, il faut que vous sachiez que c'est vrai, l'administration pénitentiaire pèse un peu plus lourd que la justice judiciaire. Mais pour autant, nous allons créer de nouveaux emplois de magistrats. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que non seulement on va continuer à recruter des magistrats à la hauteur des derniers concours, c'est-à-dire plus de 300 postes, je n'ai pas les chiffres là au moment où je parle, mais à une hauteur très élevée. Je vous rappelle, par parenthèse, que dans les années 2008-2010, on a beaucoup moins recruté de magistrats et qu'on a difficulté à se relever de cette période. Donc nous maintenons un recrutement à un niveau élevé, ce qui permet de compenser les départs à la retraite, etc. Mais en plus, nous ouvrons de nouveaux postes pour accroître le nombre de magistrats. Donc, je vous conseille de vous présenter au concours de la magistrature, vous et vos camarades. Comment est-ce que je vais faire pour attirer davantage de garçons à nos concours, non pas en surpondérant leurs épreuves, mais tout simplement en essayant de travailler avec les universités juridiques, avec les universités comme la vôtre, pour essayer de voir si c'est quelque chose que nous commençons à mettre en place, pour que très tôt on puisse montrer à l'ensemble des étudiants l'intérêt des métiers de la magistrature. Les métiers de la magistrature sont des métiers évidemment extraordinairement divers. Quand vous êtes procureur dans une ville, vous exercez le ministère public, c'est évidemment extrêmement passionnant avec la diversité des fonctions qui y sont liées. Si vous préférez le siège, eh bien très bien, c'est autre chose, vous jugerez les différents contentieux, mais ce sont des métiers très passionnants. Et c'est en travaillant avec les universités que j'espère faire venir des filles et des garçons à nos concours. Ce que je dis est en vrai d'ailleurs aussi, je le disais tout à l'heure, les concours de greffe, beaucoup trop féminisés. Il n'y a que les concours de surveillants de prison qui, pour le moment, attirent encore plus d'hommes. Il y a déjà des filles, et c'est heureux. Bonsoir Madame la Ministre. Je voulais vous interroger sur la question de la récidive. Quand on voit le nombre de multirécidivistes qui sévit. Et à cela, j'aimerais ajouter aussi la question étroitement liée de la radicalisation en prison. Donc, quelles actions vous entreprenez pour lutter contre ces fléaux? Merci. Alors, vous m'avez pas dit que jusqu'à 23h. Je vais essayer de répondre un peu plus rapidement. La question que vous posez est cruciale. La lutte contre la récidive suppose, je crois, une politique des peines qui soit adaptée à la délinquance à laquelle nous avons fait face. C'est la raison pour laquelle, dans la loi que je porte, j'ai réécrit l'échelle des peines, en essayant
de trouver des peines qui soient adaptées à la situation des auteurs d'infractions, et des peines qui ne passent pas nécessairement par la case prison, qui ne passent pas, mais qui ne passent pas nécessairement par la case prison. Je m'explique. Ce que nous savons, vraiment, c'est que de courtes peines de prison sont très désocialisantes et sont vecteurs de récidive. Quelqu'un qui va en prison pour 6 semaines, 8 semaines, 3 mois, nous n'avons pas le temps, à supposer que nous ayons les conditions, je vais y venir après, mais nous n'avons pas le temps de travailler avec cette personne pour essayer de reconstruire avec lui un parcours de réinsertion dans une vie sociale plus équilibrée. Donc les courtes peines de prison sont très désocialisantes. C'est la raison pour laquelle je propose dans le texte que je porte qu'en dessous de 6 mois de prison, par principe, les magistrats proposent des peines autres que l'emprisonnement. Travail d'intérêt général, prestation sous bracelet électronique, stage d'hiver, etc. La prison, il y a des hypothèses où vous pouvez pas faire autrement. L'idée, c'est que par principe, ce ne soit pas de l'emprisonnement. En revanche, ce que je dis également dans la loi, c'est que quand une peine de prison de 1 an est prononcée, elle sera immédiatement mise à exécution. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, c'est cet équilibre que j'ai cherché à trouver autour de peines qui soient adaptées à la situation de la personne qui est accusée. Ça n'est pas simple. Je suis là volontairement très schématique dans mon propos, mais ça n'est pas simple. Parce que si on veut, je dis juste cela, si on veut permettre au magistrat qui a la personne devant lui pendant un temps très bref de trouver la peine adaptée, il faut évidemment qu'avant que la personne soit présentée au magistrat, il y ait une étude de la personnalité de la personne qui est présentée. Et ça suppose donc que nous ayons des personnels qui travaillent avec nous pour mieux voir quelle est la personnalité de cette personne. Est-ce qu'il est inséré socialement? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce qu'il est SDF? Est-ce qu'il a un travail? Est-ce qu'il n'en a pas? Etc. Et donc, ça dessine un profil. Est-ce que c'est un multi-délinquant? Ça dessine un profil qui, évidemment, entraîne des peines différentes. Donc, il faut travailler sur les peines. Mais ce n'est pas suffisant pour éviter la récidive. Il y a un autre point sur lequel nous nous attachons beaucoup, c'est faire en sorte que lorsque les personnes sont en détention, ils puissent réellement être accompagnés pendant cette détention. Accompagnés en termes de prise en charge médicale, lutte contre les différentes addictions, en termes de prise en charge sociale, en termes de réinsertion lorsqu'il devra sortir de la prison, ou bien s'il est enfermé pour un temps long, que nous puissions proposer une formation professionnelle et un travail en détention. C'est ce sur quoi nous travaillons. Non pas que tout cela n'existe pas, mais la surpopulation carcérale est telle aujourd'hui que nous ne sommes pas en mesure d'effectuer ces différentes tâches préalables indispensables à la réinsertion de manière positive. Et c'est donc le suivi du parcours en détention constitue un des axes majeurs sur lesquels je travaille avec mes services en ce moment. Et puis, il me semble que la phase la plus délicate, c'est la phase qui va précéder la sortie de détention. Et donc pour cela, nous avons mis en place des établissements adaptés que nous appelons des SAS, structures d'accompagnement vers la sortie, où je prendrai la personne détenue 1 an avant sa sortie et nous l'accompagnerons complètement pendant cette période d'une année. Si cette personne a besoin de suivi médical, par exemple, ces SAS nous permettent de faire soigner la personne, non pas en détention, mais d'accompagner dehors pour qu'il soit pris en charge par un médecin en ville qui continuera à le suivre lorsqu'il sera sorti, etc. Nous espérons que la nouvelle politique des peines, la construction de nouvelles places de prison, je ne vous avais pas dit cela, mais nous allons construire des places de prison supplémentaires pour essayer, avec la nouvelle politique des peines, de faire diminuer la surpopulation carcérale. L'accompagnement des personnes en détention,
et notamment l'accompagnement des membres sortis, pourrait nous permettre d'avoir une politique en détention qui soit mieux adaptée et d'éviter la récidive. C'est donc là ce vers quoi je m'engage. L'autre point sur lequel vous m'interpellez, c'est la radicalisation. Nous avons actuellement en détention 500 personnes que nous appelons des TIS, c'est-à-dire des terroristes islamistes, repérés comme tels. Il y en a 500. Et nous avons à peu près 1200 personnes qui sont des détenus de droit commun, mais radicalisés ou en cours de radicalisation. Ces 1700 personnes font l'objet d'un traitement spécifique. Un traitement par lequel, qui est un traitement 3 étapes, on va dire. Première étape, nous évaluons leur degré de radicalisation. Donc pendant 7-8 semaines, ils sont pris en charge dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation, où des psychologues, etc., des toubibs, des religieux, évaluent leur niveau de radicalisation. En fonction de cela, à la suite de ces semaines-là, ils sont placés dans des endroits particuliers de détention, soit en détention normale si la radicalisation est très faible, soit à l'isolement si nous estimons que ce sont des gens qui, par leur prosélytisme ou leur attitude, sont extrêmement dangereux, soit dans des quartiers pour détenus radicalisés, où là, ils auront une prise en charge très individualisée pour essayer de les sortir du processus violent et radicalisé. Donc, vous voyez, un traitement qui nous permet de les prendre en charge. Mais là aussi, ça suppose que nous ayons évidemment des personnels que nous puissions former pour faire cela. C'est ce qui est aujourd'hui en cours de réalisation. J'espère avoir répondu. Et dernier point, je vous ai parlé de 3 étapes, l'évaluation de la radicalisation, je vous ai dit, les 8 semaines dans lesquelles sont évaluées, prise en charge pendant le temps de leur détention, mais ces gens-là sortent. Nous sommes dans un état de droit. À un moment donné, ils sortent de détention. Et là, il y a un suivi très strict qui est opéré à l'encontre de ces personnes par les services de renseignement et par les services pénitentiaires qui les accompagnent également en sortie de détention. Merci à vous, Madame la Ministre. Une dernière question. Oui, je crois que je prends 5 à 7 minutes. 2 questions. Une dernière question. Bonsoir, Madame la Ministre. S'il vous plaît, je veux bien savoir si on a des initiatives qui ont été prises en ce qui concerne la cyberjustice et la justice préventive. Merci. J'aurais dû m'arrêter juste avant. Alors, sur la justice prédictive, il n'y a pas de mesures qui ont été prises. La mesure qui a été prise, monsieur, qui est une mesure importante, c'est ce qu'on appelle l'open data des décisions de justice. C'est-à-dire que, et c'est le cas notamment avec la loi que je porte, nous décidons que toutes les décisions de justice vont être accessibles. Alors, toutes ne seront pas dans les mêmes conditions, notamment il y aura des questions d'anonymisation de nom des parties, et dans certains cas des magistrats, mais pas dans tous les cas. Donc, publication de toutes les décisions de justice avec anonymisation, avec un principe de transparence. Le principe, c'est que les noms des magistrats seront publiés, mais des exceptions qui, dans un certain nombre de cas, nous permettront d'anonymiser les décisions de justice. Et cette publication de l'ensemble des décisions de justice, évidemment, va entraîner des retraitements numériques par soit les éditeurs, soit des opérateurs, et évidemment, c'est cela qui peut peut-être générer ce que vous appelez la justice prédictive. Il nous appartiendra dans ce cas-là de travailler d'abord au sein de mon ministère pour que nous ayons aussi des traitements qui puissent au fond être ceux du service public et d'éviter, car nous avons pris des dispositions pour cela, que cela entraîne des classements de tribunaux et donc que cela entraîne des désordres dans notre organisation de juridiction. Nous ne sommes pas complètement au bout de notre réflexion sur ce sujet qui est un vrai sujet à l'avenir. Donc j'ai promis à monsieur... Vous avez évoqué la création de postes de magistrats, de tribunaux de cour criminelle départementale, la création de pénitentiaire. Je voudrais savoir
comment vous allez financer vos réformes dans le contexte budgétaire en France? Je rectifie parce que sans doute je n'ai pas été assez claire. Je n'ai pas dit 6 000 créations de magistrats. J'ai dit qu'il y aurait au ministère de la Justice la création de 6 500 emplois. Ces emplois valent pour la pénitentiaire, pour la justice judiciaire et pour la PJJ. Il n'y a pas 6 500 postes de magistrats, hélas. Donc, je voulais rectifier cela. Ensuite, vous dites comment je vais les financer grâce à la loi de programmation qui va être votée. Cette loi de programmation a fixé le budget pour le ministère de la Justice jusqu'en 2022. Et donc, jusqu'en 2022, j'ai la garantie que les sommes qui sont affichées dans l'article 1er de la loi que je porte, et qui sont des sommes qui sont affichées année par année, me seront attribuées. Ça a été le cas en 2018, en 2019, et ce sera le cas pour les 3 années qui viennent. Ces sommes-là me permettent évidemment de financer la création de ces emplois, mais aussi la numérisation de la justice. J'ai 530 millions pour numériser les juridictions, le ministère, la détention, ce qui est une somme tout à fait considérable, etc. etc. Donc, si vous voulez, l'intérêt d'une loi de programmation, c'est qu'elle garantit un budget. Il y a 2 lois de programmation en France actuellement, justice et la loi de programmation militaire, pour lesquelles les budgets sont en quelque sorte sanctuarisés. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre temps et pour vos propos éclairants. Merci à vous, cher public, d'être venus aussi nombreux ce soir. Nous espérons vous voir aussi nombreux à nos prochaines événements. Merci.